OK, c'est bon, mon frère. Je crois que tu es live. Ah bon? Oui, donne-leur juste quelques secondes pour se connecter. Et puis, D'accord. OK. Salut. Comme j'ai dit, dès que tu commences, je vais arrêter ma caméra et puis le floor t'appartient. D'accord. Donc, on est live maintenant. OK, ça te dit redirecting to Facebook live page. OK. Donc, dès qu'on l'a, mon téléphone me notifiera. Attends. D'accord. Téléphone. C'est toute une technologie derrière ces lives. Hein? Ah, je t'assure. Je sais pas si j'essaye ceci, si ça va déranger. J'ai l'impression que mon ordinateur est prêt. Mais bon, ça risque compliqué. Ou bien? On peut recommencer, c'est pas un problème. D'accord, parce que j'ai le... Vas-y, essaie de joindre le lien avec ton ordinateur. OK. Attends, je reviens là ici. Voilà. Super. Donc, tu vas voir ma demande de l'autre côté. OK, j'ai vu. Et juste à titre de rappel, on est live hein, déjà. Il y a même déjà les commentaires. OK, d'accord. Donc, une fois que ton ordinateur se connecte, tu peux arrêter le téléphone et sortir du Zoom avec le téléphone. C'est fait. Attends, je lance ma caméra ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Marie-Elisabeth dit you live. Ne fais pas l'erreur. Salut tout le monde. Ça veut dire qu'ils me suivent? OK, bon, je te laisse. Moi, j'arrête ma caméra alors. D'accord. Voilà, salut tout le monde. Merci d'être là. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu certaines... on se préparait en fait pour aller live. Donc, je veux saluer tout le monde et remercier cette opportunité qui m'est présentée de parler de la santé mentale dans le milieu africain. Je veux saluer d'abord les femmes africaines, femmes battantes, femmes entreprenantes, femmes bilingues, femmes travailleuses, femmes amoureuses, mères, sœurs, cousines, mentors. Je vous salue, je vous honore. Je veux saluer les hommes courageux, hommes voyageurs, hommes de la diaspora, hommes entrepreneurs, hommes protecteurs. Je vous salue, fils de l'Afrique, Camerounais. Donc, merci d'être là. Je suis Jean-Fabrice Diana, je poursuis un PhD ici à Indiana. Je suis presque fini. Pour ceux de vous qui avez fait des études à ce niveau, aux États-Unis, vous savez combien difficile et stressant ça peut être. Donc, j'attends impatiemment de finir mon training. Voilà, sur la photo de pub, là, j'étais un peu plus, j'étais bien coiffé, mais j'ai quand même gardé le t-shirt pour que le contraste ne soit pas trop fort. Voilà. Donc, je vais commencer par dire que ce qui fait partie de mon training, de ma formation, c'est que les psychologues et les élèves psychologues ont la capacité de déclarer quelqu'un de malade mental. Donc, à cause de cette responsabilité, je vais choisir mes mots de façon très intentionnelle et je ne pratique pas la psychologie. C'est quelque chose que je tiens à dire avant. Je ne pratique pas la psychologie. Je vais partager certaines idées parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Voilà. Une autre chose que je tiens à vous dire, c'est que je vais dire certaines choses qui peuvent être différentes des choses que peut-être vous n'avez pas entendues avant. Et ça peut mettre certains mal à l'aise, mais le but est qu'on grandisse, le but est qu'on apprenne. Donc, je vous donne ce petit heads up. Voilà. Je regarde là parce que j'ai mes notes à côté. Donc, j'ai 5 idées clés que je tiens à partager qui vont être comme un peu dans l'air. Donc, ces idées seront dans l'air et quand je vais arriver sur certains points, je vais faire référence à ces idées. Mais je veux qu'elles soient déjà dites. La première idée, c'est que la flexibilité est un signe de santé mentale. Donc, je me rappelle, il y a quelques années, j'appliquais pour une practical. Avant de vous dire ça, je vais vous dire le plan. Donc, le premier, je vais commencer par les idées clés. Ensuite, je vais parler de la psychologie du suicide, les idées générales qu'on a apprises à partir de la recherche sur la psychologie du suicide.
Ensuite, je vais parler des facteurs culturels relevant à cette discussion. Ensuite, je vais discuter qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'Africains. Pourquoi est-ce que cet événement qui a fait beaucoup de bruit ou qui attire beaucoup d'attention, pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Et finalement, je vais faire quelques recommandations et quelques propositions. Parce qu'en temps de crise, il y a certaines choses qui doivent être faites, donc je vais faire cela. Donc, les idées principales. La flexibilité est un signe de santé mentale. Alors, je me rappelle, j'appliquais pour une position dans un practicum quand j'étais dans mon master. Alors, je tiens à dire, je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas, bon, je ne sais pas, peut-être c'est comme ça que c'est design, mais j'espère que vous me suivez. Alors, j'ai appliqué pour un practicum au VADOC, Virginia Department of Corrections. Alors, je devais aller là-bas travailler avec les inmates pour mon practicum. J'avais mis un dossier, un gros dossier ensemble, j'ai travaillé dessus, j'ai soumis, j'ai fait les interviews par téléphone. Maintenant, il fallait que j'aille visiter l'endroit. Et à la dernière minute, je n'ai pas pu partir parce que j'avais eu une autre offre à un hôpital psychiatrique plus proche de la maison. Alors, j'ai écrit à la directrice du programme. Et la chose qu'elle m'a dit, c'est ce que je viens de vous dire, qui m'a vraiment inspiré. Elle dit la flexibilité. Elle dit, Fabrice, ne te dérange pas. La flexibilité est un signe de santé mentale. Ce que je peux ajouter donc maintenant, ma contribution à ce statement, c'est la rigidité. La rigidité mentale rend la personne vulnérable. Donc, quand je parle de rigidité mentale, je parle des pensées du genre all or nothing type of thinking. Les gens qui pensent en dichotomie, n'est-ce pas? Les gens qui pensent black or white, all or nothing, now or never, right? Ça, ce sont des systèmes de pensée qui sont rigides, ce sont des schémas rigides, n'est-ce pas? Donc, excusez-moi. OK, d'accord, d'accord. Je vais donc me connecter en live pour pouvoir suivre les commentaires. Excusez-moi. Voilà, je vais essayer. Voilà, me voici, je me vois. C'est quand même intéressant. D'accord. OK, OK, OK. Voilà. Voilà, je vais essayer. Voilà, me voici, je me vois. C'est quand même intéressant. D'accord. En tout cas, je vais essayer de suivre comme ça. Donc, la rigidité mentale rend vulnérable. Elle vous rend prévisible aussi, n'est-ce pas? Et je vais un peu parler de ça dans plus de détails. Le troisième point que je veux dire, c'est que les hommes, du point de vue de la psychologie évolutionnaire, du point de vue social, du point de vue même africain, l'homme est supposé protéger la femme. Ça, c'est la troisième idée clé. L'homme a le rôle de protéger femmes et enfants, que cela soit sûr. Ce sont des faits que je suis en train de vous donner. La quatrième idée clé, c'est que la certitude est dangereuse, n'est-ce pas? La certitude, si vous êtes sûr de quelque chose, sur certains sujets, vous pouvez être sûr d'aimer votre femme, vous pouvez être sûr d'aimer vos parents, ça c'est bien. Mais sur certains points, la certitude est un danger. La cinquième idée, et l'idée finale sur ces idées clés, c'est que lorsqu'on change d'environnement physique, géographique, culturel, l'on va changer aussi. OK, la cinquième idée. Si vous partez du Cameroun à New York, après quelque temps, vous allez changer. C'est une idée qu'il faut qu'on tienne en compte. Aussi, si votre femme, si votre conjoint voyage d'un pays à un autre pour venir vous rejoindre, la personne va changer parce que l'environnement a des forces sur l'individu, qu'on le sache ou pas. En ce qui concerne les questions et les commentaires, je vais regarder à un moment, vers la fin, s'il vous plaît, pour que je puisse répondre. Donc, si vous avez une question, parce que je vais dire d'autres choses importantes, vous pouvez la reposer quand je vais finir pour que je puisse voir, parce que je risque d'être distrait. Je vais parler de la psychologie du suicide. Nous avons le cas de M. Takam et sa femme, n'est-ce pas, son ex-femme, qui a choqué la communauté et qui est discutée dans le monde. Qu'est-ce qui explique? Comme j'ai dit au départ, avant que je parle, je ne psychanalyse pas M. Takam, je ne donne pas les services de psychologie. Prenez ceci comme au sens général. Qu'est-ce qui explique la pensée suicidaire? J'ai étudié le suicide pendant quelques temps et j'ai causé avec des gens suicidaires pendant ces études et même en psychothérapie. Et ce qu'on découvre en recherche, dans la recherche, c'est que le suicide, vraiment prêtez attention à ce que je vais dire parce que ça va être important vers la fin. Le suicide en lui-même, c'est ça qui attire notre attention.
Mais le suicide n'est pas le désir de mourir. La personne qui va commettre, comme on dit commettre, n'est-ce pas, ou poser un acte de suicide, elle n'a pas envie de mourir. La personne veut vivre une vie meilleure. Mais sur le plan où on est, on voit quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui a terminé sa vie. Mais au fond, cette personne veut une vie meilleure. Donc, elle se dit, je regarde les options que j'ai, je regarde ce qui est là, je crois que la meilleure option, c'est ceci, n'est-ce pas? Donc, toute personne, le désir de vivre une vie heureuse est un désir ultime qui ne s'éteint jamais, même chez le suicidaire. OK. Qu'est-ce que cela signifie donc maintenant? Pourquoi c'est intéressant, ces cas sont intéressants? C'est parce que quand on étudie, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche aux gens de traverser cette zone? Parce qu'il y a une zone. Quand quelqu'un considère le suicide, il y a d'autres paramètres. Il arrive à un moment où il se met à avoir peur et dit, ah, c'est un peu compliqué. Parce que ça va contre un instinct de vie, contre la nature humaine qui veut protéger l'intégrité physique du corps. N'est-ce pas? Donc, quand on interviewe ces gens, on se rend compte qu'un des éléments qui les effraie, c'est qu'ils ont la peur. Ils ont peur de causer un acte aussi scandaleux. D'autres pensent, ceux qui ont une continuité temporelle, ils pensent que, et les religieux aussi, ils pensent que dans l'après-vie, il y a la rétribution. Donc, ils vont rendre compte à quelqu'un de l'autre côté. D'autres disent, si je commets cet acte, je vais laisser les enfants, je vais laisser les gens derrière moi. Qui va trouver mon corps? Ça va être comment? Donc, voilà certains éléments qui sont comme des buffers, qu'on appelle des buffers, et qui sont protecteurs. Donc, ça empêche, au-delà de ça, il y a même l'instinct de vie en lui-même. Donc, quand quelqu'un va, par exemple, certains gens qui ont sauté des ponts pour aller se noyer ou se tuer d'une façon, lorsqu'ils ont fait la décision de sauter, ils décrivent que pendant qu'ils sont en train de chuter, l'instinct kick in, c'est-à-dire ça se réactive et il y a cette peur de mourir là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc après, il y a impact, n'est-ce pas? Donc c'est un désir que pour traverser cette loupe, pour traverser ce buffer, le dernier buffer, qui est celui où l'individu utilise son propre corps pour se détruire lui-même et détruire l'autre, c'est ça qui attire l'attention des chercheurs. Bon, de ce qu'on voit ici, j'ai un peu regardé le profil du monsieur. Un des commentaires qu'il a fait, c'était ne laissez jamais, je vous ai parlé des pensées radicales au début, ne permettez jamais que ceci, cela, qu'on vous joue, n'est-ce pas? Ensuite, tout le monde viendra vous dire ceci, cela. Ce que je veux que vous prêtiez attention ici, ce sont les mots absolutistes. Jamais. Tout le monde. Ce n'est pas vraisemblable que tout le monde puisse te dire la même chose. Donc, quand quelqu'un parle, il faut prêter attention à ces marqueurs. On les appelle les marqueurs. Again, je dis ça pourquoi? Parce que ça va être important vers la fin. Je ne suis pas en train de psychanalyser, mais je suis en train de dire que ça va être important vers la fin. Ne permettez jamais, et ce que vous devrez regarder, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un meta-belief. So, un belief à propos d'un belief. Je vais vous donner un exemple. Un belief, c'est peut-être je suis le plus fort du monde. Un exemple. Le meta-belief peut être je sais que je suis le plus fort du monde. Donc, il y a une autre conscience qui est consciente de ce belief, si vous comprenez. Ça va être un peu heavy à un moment, parce que je vais être très détaillé. Donc, il y a une autre conscience qui est consciente de ce belief. Qu'est-ce qui se passe donc? Quand il s'agit maintenant de commettre un acte aussi irréparable. Le belief en lui-même, c'est ce qu'on appelle un schéma. C'est une unité cognitive de réalité, c'est-à-dire c'est comme une forme. Quand quelqu'un est donc confronté à un nouvel environnement, par exemple, on est dans un pays où les femmes peuvent se marier, après elles épousent un autre homme, et les deux hommes sont même amis. J'en ai vu. Dans cette culture, c'est des choses qui se passent. Ce qui se passe donc, c'est que chacun vient avec son frame, n'est-ce pas? Hein? Chacun vient avec son schéma. Tu voyages à travers le monde avec ton schéma. Il y a deux options. Certains de vous ont entendu parler de la cognitive dissonance. Il y a deux options. La nouvelle information vient et rencontre votre schéma. Il peut y avoir assimilation. Si ce que vous recevez match avec le schéma, ça assimile. Si ce que vous recevez ne matche pas avec le schéma, il faudra accommoder. Alors, le problème est que certains gens ont des problèmes à accommoder.
ils ont des problèmes à accommoder et ça fait que quelqu'un peut passer 2 ans à souffrir du même problème parce qu'il est en train de struggle, il est en train d'essayer de... C'est comme le GPS qui dit reroute, 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 n'est-ce pas? Mais ne trouve jamais façon de résoudre le problème. Donc, quand il y a donc problème d'assimilation, d'accommodation, c'est là où la psychopathologie commence. Qu'est-ce qui se passe donc quand quelqu'un est rigide? C'est qu'il dit, à tout prix, ce belief, mon frame, ma vue du monde sera préservée. Je ne peux pas accommoder, je vais préserver. Et c'est là où le meta-belief vient. Ne laissez jamais, n'est-ce pas, ne violez jamais ce belief. Donc, il y a une conscience de ça. Ce n'est pas complètement inconscient. Ne laissez jamais que ce frame soit cassé. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est que par désir de protéger ce frame, la personne est capable d'aller à l'impossible. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un tue, pour confirmer une frame, un schéma, il confirme que son schéma ne peut pas être violé. Est-ce que vous comprenez? Il confirme qu'en réalité, j'avais raison. Et ils sont prêts à prendre la justice dans leurs propres mains pour maintenir ce schéma. Donc, un risque facteur du suicide, c'est l'inflexibilité cognitive. Et il y a des tests qu'on peut administrer. Pour tester, tu peux tester quelqu'un pour voir combien flexible il est, combien rigide. Ça, c'est un des risques facteurs parmi tant d'autres. Les autres que j'ai mentionnés, la continuité. Il dit, il n'y a personne de l'autre côté. Personne n'est revenu nous dire ce qui se passe de l'autre côté. Tout se règle ici. Donc, comme je disais, certains facteurs protectifs, c'est il y aura rétribution. Je vais répondre à quelqu'un. Je vais laisser derrière des enfants. Prenez ça au sens général. OK? J'ai dit, je ne suis pas en train d'étudier quelqu'un spécifiquement. Donc, continuité, rigidité, il y a d'autres éléments. Voilà. Je vais essayer d'avancer pour le temps. Donc, c'est là où c'est ça qui nous intéresse parce que maintenant, regarde, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un puisse override les buffers, override le collatéral, override les scandales dans une communauté? Voilà. Maintenant, je vais parler des facteurs culturels. Je crois que ça, c'est ça qui est important. Je vois là s'il y a des gens, c'est bien. Les facteurs culturels, mes amis, mes frères, Kamer, on doit causer. On doit parler. Je suis dans le groupe, ma petite sœur qui m'a d'abord fait beaucoup de bien, Marie-Elisabeth Chapeau, m'a invité et j'ai vu certaines conversations. J'ai vu les gens parler de la santé mentale, dire que la santé mentale ne concerne pas les Bantous. D'autres ont dit c'est pas un sujet qui est pour l'Africain. Je veux donc vous dire que ce cas qu'on discute ici vous a démontré que c'était faux. Que c'était faux. La psychologie et la science démontrent que même comme les cultures sont différentes, il y a des facteurs communs. Il y a des éléments, vous regardez la neurobiologie, psychologie sociale, cognitive, vous allez voir qu'à la base, le facteur commun, nous voulons vivre une vie heureuse, nous voulons vivre en paix, nous avons certains facteurs communs. De dire donc que le Bantou n'est pas intéressé, c'est ignorant à 2 niveaux. Vraiment, ne vous sentez pas insulté, on va apprendre ce soir. C'est ignorant à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est parce que vous n'avez pas d'abord une bonne définition de la psychologie. Le grand-père qui enseigne des chansons à ses enfants au village, vous dit quand vous allez chasser tel animal, vous chantez cette chanson, voilà comment vous faites. C'est la psychologie. Quand on dit aux gens, si quelqu'un vous dit une parole, dites renvoyez-lui, c'est la psychologie. Elle n'est pas scientifique. Mais ça va dans le concept de la psychologie peut-être sociale, n'est-ce pas? Le deuxième niveau, et le fait que vous écriviez, que vous communiquez, c'est la psychologie. N'est-ce pas? C'est ironique. Le deuxième niveau, c'est nier que l'individu puisse avoir des problèmes. C'est nier que l'individu puisse traverser des situations difficiles. Vous qui propagez ce genre de messages, je suis désolé, ce sont des messages dangereux. Ce sont des messages dangereux pour la communauté. Parce que des gens, comme le cas dont on parle ici, apparemment un de ses amis, et ils ont causé, le gars lui dit, ça ne va pas, je ne me porte pas bien. Bon. Again, ça peut être vrai pour tout le monde. Tout le monde peut être dans cette situation, mais au sens général, ce n'est pas très commun que quelqu'un dise, dis-moi un peu plus. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin de consulter quelqu'un? Donc, c'est à cause de ces beliefs,
n'est-ce pas, qui limite l'ouverture, qui limite la compréhension de l'importance de la santé mentale. Voilà. Deuxième, ça c'est le premier point sur l'aspect culturel. Quand vous venez dans un nouveau pays, tout change. On ne sait pas toujours. Parce que dès qu'on arrive, on se met à chercher l'emploi. On se met à chercher où est, n'est-ce pas, où est la librairie, où est le restaurant, où est le grocery store. On avance. Parfois, on est même tout excited. Oh, c'est un nouveau pays, vraiment, j'avais rêvé de venir ici. Ça fait qu'on ne s'assoit jamais pour réfléchir. Ce phénomène m'a toujours intéressé parce que je me demandais au départ quels sont les phénomènes, quels sont les mouvements psychiques qui se passent à l'intérieur de l'homme qui a changé d'environnement. Est-ce qu'on est vraiment intact? Posons-nous la question. Est-ce que c'est vrai? Vous marchez dans une librairie, les gens ne vous ressemblent pas. Alors qu'en Afrique, tu marches à Mokolo, tu marches partout, tout le monde est pareil. Quels sont les ajustements inconscients qui se passent? Vous ne pouvez pas me dire que c'est la même chose. Vous ne pouvez pas me dire. Quand je me rappelle, quand on est venu, je me rappelle où j'étais à l'étage comme ça et mon père était en train de sortir. Je n'ai jamais oublié ce moment. Je suis à la fenêtre de l'appartement, je regarde, je vois mon père qui attend le bus. Ça m'a fait quelque chose parce que toute ma vie, mon père a toujours eu les voitures. Je n'ai jamais vu mon père attendre un transport public. Jamais. Je ne peux pas vous dire que j'ai jamais vu mon père en route en train d'attendre au Cameroun. Mais voici mon père qui attend une voiture. Chef de laboratoire de recherche. Moi, ça m'avait... Et puis j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, c'est différent. Mais ça, c'est différent. Et il fallait donc ajuster ce schéma, n'est-ce pas? Pour moi, c'était une quête à mieux me comprendre, à mieux me connaître. C'est ces mouvements, ces événements qui m'ont amené à poursuivre cette discipline. Donc, nous changeons. Je ne pense pas que ces gens qui quittaient le Cameroun, quand ils quittaient le Cameroun, ces gens dont nous parlons aujourd'hui, qui savaient qu'il allait tuer quelqu'un, encore moins quelqu'un avec qui il a eu des enfants. Je dis ça pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, on peut être confiant, qu'on se sent, non, je suis là, je ne vais jamais, je ne suis pas fou. Je ne dis pas que les gens sont fous, mais on peut se sentir très sûr de soi. Mais je vous promets, on ne sait pas. J'ai travaillé avec des gens, avec des gens qui ont accompli les choses dans la société. Certains ont fini dans les hôpitaux psychiatriques. Mais on est là, on dit, le bantou, ça ne le concerne pas. C'est énervant. Pourquoi je vous dis c'est énervant? Je suis juste honnête avec vous, c'est énervant parce que j'ai vu des Camerounais en psychiatrie. J'en ai vu, j'ai travaillé avec eux. Pourquoi ça arrive toujours à l'extrême? C'est parce qu'on garde ce qu'on a. On ne veut pas communiquer parce qu'on est fort, n'est-ce pas? On pense que les Blancs, les Américains, les Européens, qui ont décidé de faire une introspection et de comprendre l'humain, qu'eux, ils sont fous. On pense qu'eux, ils sont faibles parce qu'ils partent parler à un thérapeute. J'ai un mentor qui m'a dit, il dit, Fabrice, nous voyons les gens les plus healthy. Les gens qui viennent dans les cliniques, ce sont les gens les plus healthy. Parce qu'ils ont conscience qu'il y a problème. Ils sont les plus healthy. Donc, je veux encourager les Camerounais, je veux encourager la communauté africaine à pouvoir parler de ces choses. Ça ne vous rend pas faible. Je vais parler aux hommes. Ne vous dérangez pas, je vais parler aux hommes. Vous n'allez peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais je vais parler aux hommes. On doit causer la famille. On doit causer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau est un organe, le seul organe sur la Terre qui s'étudie lui-même. Il n'y en a pas un autre. Si vous en trouvez, dites-moi. Il n'y a pas un autre organisme sur la Terre qui s'étudie lui-même. Donc, le cerveau regarde, s'il y a un bras cassé, il va dire, oh, le bras est cassé, allons chez le docteur. Si la vaisselle n'est pas faite, oh, on doit faire la vaisselle. Donc, le cerveau, c'est celui qui diagnostique, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est un peu embarrassant pour les gens de dire qu'ils peuvent aussi être malades dans le cerveau. Ça, il y a un embarras. Le deuxième point, c'est que le cerveau ne peut ne pas savoir qu'il est malade. Parce que si c'est l'organe qui diagnostique, qui est atteint, comment est-ce que vous saurez? Il faut y réfléchir. Alors, je vais continuer en disant ceci. Les gens disent que oui, c'est la maladie des Blancs. On a dit la même chose pour COVID. Vous avez vu vous-même la suite. Voilà. Maintenant, je vais parler
comment les Africains parlent. Est-ce que vous avez déjà, je ne vais pas vraiment regarder dans les commentaires là maintenant, mais est-ce que vous avez déjà approché un Africain, un de vos frères africains, camerounais, je ne sais pas, pour lui parler de vos problèmes? Si vous l'avez fait, soyez honnête avec moi, comment est-ce qu'ils répondent? Mon truc vient en différé, donc je peux ne pas avoir vos réponses immédiatement. Comment l'Africain va vous répondre? Soyez honnête. Est-ce qu'il va s'asseoir silencieusement ou elle va s'asseoir silencieusement et vous écouter? Soyez honnête avec moi. J'ai testé ça juste pour tester, très récemment même. Quand vous commencez à... Oui, ça va aller. Ça va aller. Non, 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 ça va. Je comprends, je connais la situation. J'étais passé par là. N'est-ce pas? Non, ça va aller. Non, non, non. On te coupe même. Il y a plusieurs raisons pour cela. C'est culturel, mais il y a aussi que ça, la personne a mal. Quand elle entend un problème, elle est forcée de porter ce problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez, pourquoi je parle de ça, c'est pour nous aider à réfléchir à ce sujet. Quand vous parlez à quelqu'un, quand quelqu'un vous dit son histoire, je vais vous dire ce qui se passe. Il est en train de vous inviter dans son monde. C'est aussi intéressant que cela. La personne qui vous parle, hein, il y a un phénomène très magique quand quelqu'un raconte une histoire. Il y a des mouvements, on appelle les neurosignatures. Dans les neurones, vous pouvez voir, chaque histoire a une séquence. Vous regardez sur le EEG, ce n'est que l'électricité, n'est-ce pas? Donc, il y a des séquences. Donc, quand quelqu'un vous raconte son histoire, il veut marcher avec vous. Pourquoi c'est si important? Nous sommes faits pour être en cohorte. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Nous sommes faits pour nous tenir la main par la main. Quand quelqu'un vous raconte son histoire, même si ça fait mal, je vous dis, le travail de thérapie, c'est un travail difficile. En tant que thérapeute, psychothérapeute, c'est-à-dire, vous entrez dans le monde de quelqu'un pour marcher avec eux, les tenir par la main. OK? Donc, ce qui se passe, quand vous écoutez, je ne savais pas que j'allais aller dans autant de détails, mais c'est important. Vous écoutez attentivement. Vous allez entendre des choses. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez des membres de famille qui marchent avec des ulcères émotionnels, des cancers émotionnels, qui en fait les tuent. Vraiment, apprenons, grandissons. J'ai un de mes profs qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, Dr. Maki. Il m'a enseigné dans mon master. Il explique qu'il partait dans les fêtes de famille et sa maman ne faisait que raconter une histoire. Faites attention quand quelqu'un ne fait que vous raconter une histoire. Elle faisait que raconter cette histoire de quand il était jeune. Il a eu son GED et le voilà en route pour l'université. Mais son père était décédé, donc sa maman voulait que, parce que le père est parti et maintenant l'enfant va au collège, elle dit, bon, je vais rester seule. Elle a demandé à son fils, est-ce que tu peux rester 1 an? Tu travailles un peu? Là, je m'ajuste un peu. Il était jeune, impulsif, très content. Il est parti. Il a dit, maman, ça va? Non, 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 il est parti. Mais il se rend compte qu'à chaque fête de famille, chaque année, maman raconte la même histoire. Parfois en blaguant même. Tu sais, tu m'avais laissé. C'est comme ça qu'on parle aussi souvent parfois en milieu africain. C'est un peu comme on utilise l'humeur. Mais il y a des messages qui sont embedded, qui sont envoyés. Tu m'avais laissé. Elle dit aux gens, mon fils, il m'avait laissé à tel. Alors, il dit que ce qui l'a marqué, c'est qu'à 90 ans, ils sont à une fête de famille. Sa maman raconte la même histoire. À ce niveau, il avait déjà un peu de training en psychologie. Je vais essayer d'aller vite. Il avait déjà un peu de training en psychologie. Il s'est rapproché de sa mère. Il a compris qu'elle n'avait pas resolve cette histoire. Parce que quand tu resolves quelque chose, tu check. Ça va dans le check, ça va être classé à jamais. Elle n'avait pas été entendue. Et le psyche, le subconscient est très, très, très impressionnant. Il sait ce qui n'a pas été resolve. Il dit, je vais écouter maman aujourd'hui. Il dit, maman, dis-moi un peu l'histoire là. Elle lui racontait que mon fils, quand tu étais parti, ça m'avait fait. Il n'avait pas compris le contexte, que son père était parti et tout. Il dit, maman, c'est vrai ça? Il dit, je ne savais pas. Il s'est excusé. Il dit que sa maman, à 90 ans, a pleuré
Après cet événement, elle n'a plus jamais raconté cette histoire. C'est pour dire quoi? Nous, on pense qu'on est fort, n'est-ce pas? On pense qu'on est très intelligent, mais je vais vous dire, la santé mentale d'un peuple s'évalue à la situation, parfois même politique d'un peuple. Elle s'évalue à la situation culturelle, la situation générale d'un peuple. Donc, on peut penser qu'on est très fort, mais on n'a même pas encore commencé le chemin. L'introspection. Maintenant, je vais parler aux hommes. Je vais parler aux hommes camerounais. Mes frères, écoutez-moi. Écoutez-moi, je sais, certains ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais je vous prie de m'écouter. J'ai parlé au début. Soyons un peu flexibles, n'est-ce pas? Je suis sûr que le drame qu'il y a eu ici, si ce Camerounais avait parlé à un thérapeute, on allait un peu tordre ces beliefs-là. On allait un peu bend les corners pour essayer de résoudre ça. Donc, vous allez écoutez-moi, s'il vous plaît. Quand on parle de nos femmes et de nos sœurs, il faut qu'on fasse attention. Quand on parle des femmes, quand on dit je l'ai amenée ici, j'ai fait ceci pour elle, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé dans ce cas. J'ai fait des recherches, je n'ai pas eu assez d'informations, mais en général, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je l'ai amenée ici, j'ai fait ceci pour elle, j'ai donné comme ça. Voilà le problème avec ça. Moi, j'aime beaucoup, quand je salue la femme africaine, je ne sais pas, il y a quelque chose, je tenais à vous dire ça dans ce live, il y a quelque chose dans la femme africaine, dans la femme noire, que je respecte beaucoup. Il y a quelque chose qui, quand je suis avec une maman, une sœur noire, c'est-à-dire, je ne peux pas vous décrire, ceux qui comprennent, comprennent. Donc, je crois qu'on doit faire mieux pour aimer nos mamans, nos sœurs, nos tantes, nos cousines. On doit faire mieux, les gars. On doit faire mieux. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Je vois souvent les gens dire, donnez-moi les cœurs, donnez-moi les cœurs. Je crois que ce que je dis est quand même intéressant. Merci, merci. Je vois les cœurs. Voilà. Voilà pourquoi je dis ça. On doit faire mieux pour vraiment reconnaître la valeur de nos femmes. Tu vas dire, je t'ai amené ici. Elle n'est pas ton objet. Il ne faut plus parler comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai un peu fait beaucoup de... J'ai regardé un peu dans la psychologie militaire, la psychologie du combat. Pour tuer l'ennemi, il faut le chosifier. Avant d'attaquer l'ennemi, on dit voilà des poulets, chantez, on va tuer ces poulets. Quand vous chantez ces chansons, vous êtes en train de changer dans votre cerveau, je dis physiologiquement. Ça peut se voir, ce n'est pas juste des idées. C'est pour ça qu'on vous dit de répéter ça. Comment vous allez voir l'ennemi. Ce qui fait que quand vous allez attaquer, vous n'allez pas sentir de guilt. Ça fait que vous allez penser, je possède cet ennemi. Il ne peut pas me laisser. Il ne peut pas faire quelque chose que je ne suis pas, ou je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que les gens peuvent aller au point de tuer. D'oublier même qu'on va laisser, ils vont laisser des orphelins qui eux aussi maintenant, après avoir vécu ça, c'est tout un autre cauchemar. Donc arrêtons de dire je t'ai fait ceci. Tu as fait quoi? Si tu amènes une femme en Amérique, tu veux vraiment te vanter, laisse-la à la maison. Paye les factures. Ne la fais pas travailler. Là, on va te donner le chapeau. Si elle travaille et qu'elle t'aide et qu'elle contribue, arrête. Arrête. Il ne faut pas parler comme ça. Parce qu'en parlant comme ça, on chosifie les femmes. Et ce n'est pas OK. Ce n'est pas OK, les gars. Je suis vraiment sérieux. Je vais vous dire pourquoi c'est même important. Je vais vous dire, s'il vous plaît, stand by. Ce que je vais dire vers la fin, je suis en train de finir, j'ai peut-être 10 minutes, sera super important. Parfois, ils disent, tu n'étais rien sans moi, tu n'étais rien. Non. Cette femme t'a peut-être donné des enfants. Cette femme t'a peut-être supporté, malgré ton caractère. On connaît comment beaucoup d'hommes africains sont. Elle a été à tes côtés. Les gars, arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Voilà ce qui m'énerve un peu, qui me gêne. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent aller coucher les femmes d'autrui ou d'autres femmes quand ils voyagent. N'est-ce pas? Pour eux, c'est OK. Voilà le schéma. Ils peuvent faire cela, mais la femme ne peut pas. Je ne dis pas que c'est OK de faire ça. Je ne dis pas ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas OK. Mais vous avez ce schéma, on vous a dorloté toute la vie. Les mamans africaines sont très patientes. Et le mari trompe, elle est là, elle sait ça. On a donc rendu l'homme africain, pour certains, pas tous,
Ne prenez pas, j'ai dit ça pour tous, des bébés. Donc, tu ne peux pas tolérer la douleur que les femmes ont tolérée toute leur vie. Des bébés émotionnels, des bébés enfants émotionnels. Il faut donc qu'on mature, il faut qu'on grandisse et qu'on apprenne à tolérer la douleur, à tolérer la différence, à ajuster. C'est l'enfant qui se plaint, c'est l'enfant qui proteste. Pourquoi? Il peut vouloir ton bonbon, il va vouloir celui de maman, il va vouloir celui de tonton. Quand tu dis, toi, donne-moi aussi un bonbon. Non, 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 non. Il va protester. Donc, ce que vous attendez des autres, donnez-le leur aussi. Donc, je tiens à dire ça aux gars. Ne parlez plus des femmes africaines comme ça, dire non, je t'ai fait, je t'ai donné. Non. Si tu veux donner, donne jusqu'à 100%. Quand elle vient aux États-Unis, laisse-la dans un palais. Là, on va dire que, gars, tu as fait fort. Si elle se met à travailler, arrête. Arrête. Voilà. Donc, je voulais parler de ça. Je veux dire aux femmes, s'il vous plaît, ne permettez plus qu'un homme parle comme ça. Je sais pas, les femmes sont souvent silencieuses. Parce qu'on a parlé de respect. Je vais toucher à ça rapidement. Ne permettez plus qu'on chosifie comme ça. Je respecte la tradition africaine, je respecte la dynamique homme-femme. La femme doit respecter l'homme. La femme a un rôle différent de celui de l'homme. Ils sont complémentaires, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, je parle aux hommes un peu. Je parle aux hommes. Donc, ne permettez plus. Ne permettez plus. Il y a des hommes parmi nous qui vont parler, qui vont vous supporter. Voilà. Maintenant, la partie finale. Les idées de la fin, prêtez attention, s'il vous plaît. Prêtez attention parce que ce que je vais dire maintenant, j'ai réfléchi beaucoup avant de dire ce que je vais dire. Parce que ça peut causer des dégâts, tout comme ça peut faire beaucoup de bien. Voici, quand on entre dans une crise, quand un peuple entre dans une crise, ils viennent ainsi. Il y a 3 options. Soit on sort et on descend, on développe la psychopathologie. Soit on sort de l'autre côté, on est à peu près la même personne, on est au même niveau. Soit on va comme ça pour faire mieux. Donc, toute crise doit être transformée en turning point pour le mieux. Parce que ce sera un turning point anyways. La seule constante, c'est le changement. Donc, voici ce que je vais vous dire, s'il vous plaît. Prêtez attention pour que les filtres de votre pensée ne soient pas distraits. Si c'est distrait, vous pouvez entendre la mauvaise chose. Vous allez entendre the wrong thing et ça peut être dangereux. Je suis très sérieux. Voilà. Le cas qu'on discute ici, mais avant d'arriver à là, s'il vous plaît, je vais vous donner quelques, parce que je vais finir avec ça, je vais vous donner quelques tips pour récapituler. Premier tip, en tant qu'Africains noirs, nous devons parler des changements que nous avons traversés culturellement. OK? Nous devons parler de ces changements. Nous devons parler. Pourquoi je dis nous devons causer? Parce qu'en causant, on se challenge les uns les autres. Parlez avec les gens qui ne sont pas d'avis avec vous. Causez avec eux. Le deuxième truc, c'est que nous devons watch notre language. Comment on parle des femmes, on doit faire très attention. Et j'invite les hommes qui sont d'accord avec moi de joindre. On doit être très responsable parce que si on continue de chosifier, de parler comme ça, ça va devenir, la femme va devenir, c'est pas bon. Donc c'est très subtil. Arrêtons de parler d'elle comme ça. Le troisième point, nous devons apprendre à écouter les uns les autres. Écoutons-nous. Écoutons, quand quelqu'un vient vous parler, souffrez. Vous croyez que c'est pas facile, c'est pas un travail facile. Souffrez, aidez. Souffrez d'écouter. Il y a des classes qu'on prend juste pour apprendre à écouter. J'ai pris tout un semestre pour apprendre à écouter. C'est plus compliqué que ça. Seek counseling. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous ne serez pas faible. En fait, vous êtes fort d'aller chercher les services professionnels. Troisième point, c'est ce que je vais toucher maintenant. Les femmes, je veux vous aider aussi rapidement parce que nos hommes, beaucoup d'entre nous avons quitté le Cameroun. Et il y a une culture au Cameroun, il y a une culture en Afrique où la femme ne traite pas l'homme d'une certaine façon. Comprenez ça aussi, parce que des hommes, beaucoup ont quitté des positions de responsabilité, ils sont venus maintenant, ils sont maintenant contraints, peut-être au travail, ils ont un patron, ils ont des contraintes, dont à la maison, ils veulent un peu compenser. À la maison, il y a peut-être cette tendance à compenser. Parce qu'ils veulent compenser ce que peut-être un traitement qu'ils ont eu au travail,
bon, peut-être le travail les a traités d'une façon qu'ils ne sont pas... Mais à la maison, ils se disent que bon, ici, je suis quand même... qu'on me donne un peu de respect. Donc, quand les gens parlent de respect, mes sœurs, je vous prie, comprenez aussi un peu. Parce que quand je parle de flexibilité, c'est dans les deux côtés. Si chacun donne un peu, ça va aller. Maintenant, l'élément clé que je voulais dire. Tout événement qui prend place change le cours des choses. Tout événement signifiant change le cours des choses. Donc, nous sommes à un turning point. Je vais vous le dire, que vous le sachiez ou pas. Et je vais vous dire pourquoi. Avant 1954, personne ne pouvait courir 1 mile en moins de 4 minutes. Personne. Personne ne pouvait courir 1 mile en moins de 4 minutes. En 1954, c'est en fait un neurologue anglais qui a break le record. Quand il a break ce record, en 2012, on voyait déjà plus de 2000 personnes avaient break ce record, incluant les enfants du lycée. Chaque événement qui transforme une communauté ouvre une panoplie de situations. J'ai vu le cas du Nigeria. Les hommes ont tué, on dit qu'il y a une épidémie d'hommes qui tuent leurs femmes, une épidémie d'hommes nigérians. J'ai regardé, j'ai vu en 2008, je crois que c'était le premier cas. J'ai regardé, je vous promets, il y a eu tellement de cas d'hommes qui tuaient leurs femmes. J'ai entendu des gens dire, après cet événement, des Camerounais dire, femmes, ça va vous apprendre. Vous allez nous respecter. Très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi ce live est important? C'est pour vous dire que la narrative qu'on veut créer ici est critique. Les Camerounais ne vont pas suivre cette route. Je veux que vous saisissiez ce moment. De dire never again. Je dis quand le monsieur a break le record, c'est devenu la norme. Une fois qu'un record est cassé, il a cassé 2 records. Homicide, suicide. Et on associe ça à la communauté camerounaise. Et les gens, j'entends les gens dire, femme, vous allez maintenant apprendre, ça va vous apprendre. J'ai même vu ça dans les commentaires d'ici. Faites attention, les gars. On ne peut pas banaliser ce qui s'est passé. On ne peut pas normaliser ce qui s'est passé. On dit non à ce genre d'action. Il faut tenir ferme. Donc, que la narrative ici soit never again. Que ce ne soit pas femme, faites attention. Non! Un homme protège une femme. Un homme protège sa famille. Excusez-moi d'être aussi émotif, mais c'est très important. Et je le dis fort intentionnellement pour que vous m'entendiez et que vous vous rappeliez du highlight. Ça, c'est le highlight. Never again. The floodgate is shut. It's not going to happen again. Voilà, c'est ce que je voulais que vous entendiez. C'est ça le meaning, que c'est ça qu'on apprenne de ceci, qu'on doit traiter les femmes mieux, on doit parler d'elles avec beaucoup d'honneur, que les femmes aussi aiment les maris et parlent avec beaucoup d'honneur, que les femmes aiment leurs frères et tout, avec beaucoup d'honneur, ainsi de suite. Que ce moment soit le turning point, que ce soit le never again, chers frères et sœurs. Sur ce, je vous remercie et je vais regarder s'il y a quelques questions. Fabrice. Yeah, mon frère. Voilà ce qui va se passer. En fait, les participants, vous m'écoutez. Attendez que j'aille à la plage encore. Vous allez me voir à la plage une fois de plus. Donc, voilà ce qui va se passer maintenant. Pour les participants, si vous avez des questions à poser, vous pouvez joindre le Zoom. On va vous accepter dans le Zoom et vous allez poliment lever la main. On va vous unmute et vous allez poser vos questions. On a 15 minutes pour les questions, pas plus. Déjà, on a donc Duvalier qui entre ici, Albert, Collins. Donc, vous pouvez joindre le Zoom maintenant et poser vos questions, mais la main levée, s'il vous plaît. Vous êtes attendus. Et pour joindre le Zoom, vous suivez juste le lien qui a été envoyé il y a quelques heures, un peu plus tôt. Aucune question. Ceux qui sont là maintenant, Albert, Collins, Duval, pas de questions. Je regarde un peu ici. Ici à Soumani.
Je crois que c'est plus pratique comme ça, au lieu que tu sois en train de regarder ton téléphone. Et... D'accord. OK. D'accord. Christian. Posez vos questions, s'il vous plaît. Si vous avez des questions. Si vous joignez le Zoom, j'imagine que vous avez des questions. Oh! Oh, man, I'm losing my mind. Man. Oh, shit. Okay. Sorry, fellas. I'm playing my FIFA right now. It's very important to me. I'm sorry. OK, posez vos questions, s'il vous plaît. Je ne vois aucune main levée. Quand je parle de lever la main, en fait, c'est sur l'application. Donc, levez la main sur l'application, pas sur vos écrans, de grâce. Voilà, je vois quelqu'un. Hey, bro, I'm about to quit the game. You won. I got something I'm taking care of here. Ouais, j'ai vu Daniel. OK. Question? On a plus que 12 minutes. OK, il y a quelqu'un qui a une question. Vas-y, pose ta question. 917. Allô? Allô? Vous m'entendez? On vous entend. Est-ce que vous pouvez mettre votre allumer votre caméra, s'il vous plaît? Je suis Les gens demandent le lien. OK. C'est bon. On vous entend. Oui, allô, bonjour. Et je remercie déjà le thème de ce direct. Allô? Oui, allô? On vous oui, entend. ma question, mon souci principal, c'est tu as décrit les points clés, mais je voudrais qu'on en tire de cet événement négatif, malheureux. Mute yourself, please. Quelles sont les choses à faire pour éviter que ça se répète? Qu'est-ce qu'on apprend de cet événement? Quelles sont les leçons à en tirer? Et je pense aussi qu'il fallait beaucoup préciser et faire un peu plus de temps sur la santé mentale de ceux qui vont, ce qui se passe durant le divorce, de ce qui se passe après le divorce, et où est-ce qu'on peut trouver des aides, des gens qui sont suicidaires, où est-ce qu'ils peuvent trouver des aides, parce que ce sont des cas des gens sont même en train de traverser ces moments maintenant, et il y en aura encore. Donc, qu'est-ce qu'on trouve de l'aide, parce que dans la communauté, on est un peu sceptique d'aller se confier aux gens. Donc, il y a des professionnels pour ça. Donc, je voudrais qu'on prenne un peu plus de temps aussi sur ce côté-là, quoi. C'était ma question. D'accord. Merci. Voilà. Sur qu'est-ce qu'on apprend de ça? Juste pour réitérer que ce ne doit plus jamais se répéter. Que chacun de nous fasse ce qu'on peut, dans la façon dont on parle. Sur ce côté-là, quoi. C'était ma question. D'accord. Voilà, la façon dont on parle. Et qu'est-ce que je voulais dire? La deuxième question, c'est pour la santé mentale, c'est très vaste. Les gens qui traversent le divorce, je peux conseiller de trouver quelqu'un, on appelle culturally competent therapist. Il y a des thérapeutes qui ont la compétence culturelle parce qu'il y a des réalités qui sont différentes et il y a des gens qui sont trained à bypass les détails, mais aller au noyau du problème pour que les différences culturelles ne soient pas un blocage, un problème. Si les cas sont plus sévères, je dis, il y a ce qu'on appelle un crisis hotline. Je pensais même à mener ce numéro, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez le Google et avoir ça dans un répertoire. Et c'est important au cas où il y a crise acute, c'est-à-dire là maintenant, au moment. Ce numéro peut être joint. Il y a des experts qui sont trained pour de-escalate, pour calmer. Mais je conseille aux gens de ne pas souffrir seuls. De ne pas souffrir seuls.
Si la communauté, les gens dans votre environnement n'écoutent pas ou bien ne peuvent pas vous aider, trouvez un thérapeute. Et il y a des endroits, si vous allez dans les campus, les cliniques universitaires, c'est souvent moins cher. Donc, vous payez moins que si vous allez dans un autre endroit où c'est très cher. Donc, clinique universitaire, Suicide Hotline, causer avec la communauté et ça va aider. Quelqu'un demande le lien. Je ne sais pas pourquoi les gens demandent le lien. J'espère que ça a un peu répondu à la question. Seulement 15 personnes. Je vois les smileys là. Il y a quelqu'un d'autre? Allô? Oui, j'ai raised my hand. Daniel, vous avez la parole. Qui? Daniel. Oh. Tu es en mute, Daniel. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'aimerais que vous nous donniez quelques signes. En fait, les signes qui montrent que quelqu'un a une maladie mentale ou bien quels sont les signes qui peuvent nous permettre de reconnaître chez quelqu'un bien à nous qu'on a un début de crise mentale. Voilà, ça dépend. Il y a les crises sévères, il y a les crises qui sont plus subtiles. Donc, il y a les maladies qui se développent de façon très subtile, peut-être comme la schizophrénie, qui développe de façon très subtile vers l'adolescence généralement. Dans la vie adulte, c'est possible d'avoir aussi les pathologies sévères, mais peut-être si quelqu'un a traversé un moment difficile, un moment très difficile, il faut suivre vos propres courants de pensée, parce que quand le changement se passe, c'est possible de ne même pas savoir, n'est-ce pas? Donc, il y a cet aspect-là. Quand tu ne sais pas, les gens auront tendance à dire « je ne suis plus la même personne, je n'étais pas comme ça, je ne pleurais pas si vite ». Donc, essayez de détecter tout changement qui est différent de ce que vous étiez avant. Une autre chose que je veux dire, c'est qu'il faut prêter attention aux événements clés de la vie. Parce que si tout va bien, il n'y a pas un événement majeur du genre comme un deuil ou bien, je ne sais pas, un événement sévère, il n'y a pas vraiment de raison, n'est-ce pas, de s'inquiéter, à part le stress normal et tout bon. Mais s'il n'y a pas d'événement clé, je crois qu'il n'est pas de raison de s'inquiéter. Une des choses auxquelles il faut prêter attention, c'est quand il y a eu un changement soudain, subit. Mais là, c'est une question vaste parce qu'il y a plusieurs façons de voir le changement. Quelqu'un peut être plus colérique, quelqu'un peut être plus distant. C'est assez vaste. Mais ce qui est important, c'est de voir le marqueur. Quel est l'événement clé qui s'est passé et quels sont les détails qui entourent cet événement. C'est une question assez vaste parce qu'il y a plusieurs symptômes. Allô? OK. D'accord. Daniel, je ne sais pas si Fabrice a répondu à ta question. Oui, il a répondu à la question, mais je ne sais pas si je peux reposer une autre pour de m'expliquer mieux ou alors mon temps est arrivé. Malheureusement, on a une main levée et le temps, on a moins de 5 minutes restantes. Écris dans les commentaires, s'il te plaît. Okay, je vais revenir après un commentaire. Et je vais te répondre. OK. Sonia, nous écoutons. Oui, merci beaucoup. Et c'est la première fois que je joins Zoom. En fait, ma question sur ce sujet, c'est le dernier point que tu as dit, selon lequel le floodgate is open. C'est pas la première fois que j'écoute ça, right? Beaucoup de gens avec qui j'ai discuté disent que tu m'écoutes. It's shut. The floodgate is shut. No, but I think that beaucoup de gens sont en train de dire, OK, ça ne fait que commencer. Qu'est-ce qui donne ce genre de raisonnement? Comment est-ce que quelqu'un peut voir un événement comme ça et d'autres personnes pensent que it's OK? Like, what makes it? Oui. Yeah. C'est ce que je voulais toucher sur ça au début. C'est une très bonne question.
je n'ai pas pu vraiment abonder dans ce sens parce que je devais avancer très vite. Quand quelqu'un est prêt à commettre un acte qui va détruire la vie non seulement d'une personne, la leur et de beaucoup d'autres personnes, il y a un noyau clé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de plus fort que l'instinct de vie, de préservation des autres. Il y a quelque chose de plus fort qui dit, je vais protéger ce belief coûte que vaille. Donc, qu'est-ce qui explique que quelqu'un puisse dire ce n'est que le début? Ce sont des gens qui sont, excusez-moi le langage, vraiment, sur le plan émotionnel, ils ne sont pas très matures. Ce sont des gens qui ne sont pas matures au plan émotionnel. Ils se disent que le monde tourne autour d'eux, n'est-ce pas? Ça veut dire que, coûte que vaille, vous allez apprendre. Ce sont des gens inflexibles dont je parlais tout à l'heure. C'est ça qui explique que de telles personnes, en partie, je crois que mon fils me cherche là, en partie, c'est ça qui peut justifier ce niveau. Et puis le deuxième point, c'est que le langage, quand on parle des femmes du genre, je l'ai amené, je lui ai fait ceci, je lui ai fait cela, ça chosifie, ça diminue la valeur de la femme. Et quand ce langage est utilisé de façon régulière, ça diminue. Et puis tu vois la femme comme ta propriété. Je vous dis, c'est ça en fait, c'est vraiment ce qui se passe. À force de parler ainsi, c'est pour ça que quelqu'un va dire, je lui ai fait que ce n'est que le début. Ce n'est pas que le début, c'est la fin. C'est la fin et on doit le leur rappeler. Ces hommes, ces gens qui parlent comme ça doivent être exposés. Ils doivent être exposés. Ok, merci. J'ai vu beaucoup de commentaires comme ça et bon, c'est incroyable. Je ne comprends pas comment un acte tragique et certaines personnes disent que ce n'est que le... What? C'est incroyable. C'est incroyable. Oh. Ouais. Merci. OK. De rien. Vous savez, moi aussi, j'ai un peu appris de ce live. Je suis l'un de ces Camerounais-là qui dit ça va aller, je suis passé par là. Et Fabrice, je vais changer. Je me suis senti interpellé. Je vais changer. Tu vois, j'ai essayé de couper Sonia là, mais je me suis rappelé de ce que tu as dit tout à l'heure et puis je me suis calmé. Caprim, vous avez la parole. Et c'est la dernière main levée à ce que je vois. Après ça, avant de te prendre Caprim, Fabrice, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que tu reviennes pour un autre live. D'accord. Ça ne te dérange pas, toi et moi, on peut programmer ça en bas. Super. Merci. Super. OK, Caprim, tu as la parole. Oui, allô, bonsoir, monsieur Fabrice. Allô. Oui, vous m'écoutez très bien? Oui, j'aimerais juste savoir, en fait, que lorsque vous parlez du chantage affectif des hommes qui passent leur temps peut-être à répéter des mêmes phrases négatives à leurs femmes, déjà, je t'ai amené et tout, je pense aussi, peut-être faudrait dire que le chantage affectif en général, ce n'est pas une bonne chose. Dans le fait, par exemple, il peut y avoir des dames qui peuvent dire aussi à leur monsieur du genre, tu as la chance d'être avec moi, tu as la chance d'avoir une épouse battante, donc que ça se répète régulièrement. Et je pense aussi qu'il faut pousser plus loin que aller vers notre éducation. Parce qu'à la base, on est éduqué par des mamans, on est éduqué par des femmes et elles connaissent vraiment les besoins qu'elles ont étant jeunes. Et elles connaissent les besoins qu'elles ont dans la vie en général. Donc, je pense que par l'éducation aussi, c'est quelque chose qui serait pertinent que ça entre pour déjà anticiper dans le temps. Parce qu'on est déjà dans un problème actuel. Il y a une méthode qu'on peut essayer de résoudre pour les adultes maintenant et se projeter dans le futur, dans l'éducation des enfants, en les amenant avec une nouvelle philosophie. Je ne sais pas si dans votre domaine, il y a des stratégies pour conseiller dans ce sens-là, parce qu'on a l'impression un peu que ça va de mal en pire. C'est un peu ça ma préoccupation. Tout à fait. Et vraiment, je te remercie. Tu sais, c'est un point très important. Bon, pour nous qui sommes là maintenant, adultes, déjà, peut-être beaucoup travaillent, beaucoup sont dans des relations. Donc, je crois que c'est important déjà qu'on se check soi-même pour atténuer l'impact. En ce qui concerne la génération future, je suis vraiment 100% d'accord. Je pense qu'il est important de préparer les enfants d'aujourd'hui. Et c'est un très bon point que tu as ajouté. Je te remercie vraiment. Rappeler aux mamans la façon dont elles parlent à leurs enfants. Je crois que aussi une grande partie de cette façon de parler, c'est quand les hommes se mettent ensemble. Je ne pense pas que les mamans vont transmettre ce genre d'approche. Quand les hommes se mettent ensemble, ils partagent une bière, ils sont au bar, ils parlent des femmes. On forme certains frames, quand je parlais au début,
certains schémas qu'on construit en causant. Parfois, même, il y a une forme de hazing. Si tu n'as pas fait ça à la go, là, tu es un vrai homme. Il faut être. Ne dis pas que ça doit partir. Ça, c'est ça qui, c'est beau, c'est ça qui fait partie de la réalité camerounaise. Il faut quand même que les hommes soient toujours des hommes, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un élément là où on ne doit pas commencer à chosifier. Parce que surtout sur les questions sérieuses comme celle-ci, c'est important qu'on change la façon dont on voit la femme, franchement. Donc, oui, je suis avec toi. L'éducation des enfants, c'est important. Les mamans, je les encourage à insister dessus. J'encourage les papas aussi à parler à leurs jeunes fils de comment faire la femme africaine. Donc, je suis totalement d'accord. J'espère que ça couvre un peu votre préoccupation. On peut continuer. Voilà. On a c'est important. On encourage à faire mon frère, quand vous joignez le Zoom, essayez de mettre votre téléphone ou vos ordinateurs en mute. On a 3 mains levées, ce sont les 3 dernières mains. Il s'agira de Aurélie Sa, Sonia Imukwede et iPhone. D'accord. Et voilà, après ceci, après ces 3 mains levées, nous allons commencer avec notre Zoom hebdomadaire. Donc, ceux qui veulent rester ou ceux qui veulent nous joindre, c'est ouvert pour notre discussion hebdomadaire. Aurélie, nous t'écoutons. Bonsoir Franklin, bonsoir Fabrice. Merci de passer la parole. Ma préoccupation est plus celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, indépendamment des couples qui sont par exemple venus du Cameroun, il n'y a pas un problème qui se poserait par rapport aux mauvaises raisons du mariage, en fait? Pourquoi est-ce que la question n'est pas de se poser aussi dans une telle situation, de savoir si c'est pas parce que les gens se marient aujourd'hui pour de mauvaises raisons ou alors se basant sur des critères qui ne sont pas véritablement les fondamentaux d'un bon mariage. Ça, c'est vraiment ma question parce que je sais pas, par exemple, pour la femme, lorsqu'elle arrive à un certain âge, elle commence à avoir la pression de la société, comme quoi il faut, à un certain âge, être déjà casé et tout. Et là, on a tendance à aller vers un mariage qui ne va pas toujours... En fait, on va choisir quelqu'un parce que voilà, peut-être qu'il est temps que je me lance. Est-ce que demain, c'est pas quelque chose qui va nous conduire, par exemple, à la perte? Qu'est-ce que tu penses des raisons pour lesquelles on est souvent motivé à aller dans des mariages qui vont peut-être demain conduire à la chute? Ça, c'est vraiment ça ma question. Très important, c'est une très bonne question. Et j'ai souvent parlé à ce sujet. Beaucoup de nos sœurs ont cette pression. Je parlais au début des pensées rigides, des pensées rigides, inflexibles. Et beaucoup pensent que si elles ne sont pas mariées by this age, qu'ils n'ont pas réussi ou bien qu'ils n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire. C'est faux. C'est faux. Ça, ce sont des croyances qui ont été mises depuis l'enfance. C'est bien si une femme se marie, tant mieux. Mais ça ne fait pas des femmes qui ne sont pas mariées moins. Parce que beaucoup sont mariées, mais dans des mariages horribles. Elles finissent parfois tuées, elles finissent abusées, elles finissent avec des problèmes dépressifs. Donc, cette idée-là, il faut absolument que quelqu'un vienne te mettre la bague, je crois qu'il faut qu'on révisite ça. Il faut qu'on révisite ça pourquoi? Pour 2 raisons. Bref, une raison vraiment clé. Si on peut révisiter cette idée, ça va diminuer la pression que les femmes se mettent. Ça va diminuer la pression mentale et la culpabilité. Elle n'a pas besoin de vivre avec ses pensées. Je le dis vraiment, je le dis sincèrement. Donc, ces rencontres se font de façon organique. Et bon, si ça se fait de façon inorganique, du genre, je dois manufacturer un mari, je dois manufacturer une femme, parce qu'il y a des hommes qui ont le même problème, soi-disant, si c'en est un. Il y a des hommes qui ont la même perspective. Je dois trouver une femme avant tel âge. Après, il se retrouve là. Lui-même, il sent au fond de lui que vraiment... Non, c'est le village, on a mis la pression. Les parents ont mis la pression. C'est comme une femme qui est mariée, on dit, tu auras un enfant quand? Il y a toujours ces croyances rigides. Tu auras un enfant quand? Mon ami, ce n'est pas ton problème. C'est pas ça ne te regarde pas.
Donc, il faudrait qu'on soit un peu flexible. C'est un très bon point. Il ne faudrait pas que les femmes soient esclaves de ses pensées. Si une femme n'est pas mariée à un certain âge, elle peut même voir un homme et dire non. Elle peut voir un homme et dire non, je ne veux pas. Donc, il faut qu'on enlève cette pression-là. Ça va guérir beaucoup. Beaucoup de femmes vivent là dans les dépressions, dans les pensées. Est-ce que j'ai échoué? Nothing is wrong with you. Nothing. You are fine. Si tu trouves un mari, tant mieux. Sinon, pour moi personnellement, n'est-ce pas, ce ne sont que des expectations. Si on pense que vraiment, il faut que la personne se marie, sinon cela, ça veut dire qu'on a déjà des préjugés. Je ne sais pas si la femme ne veut pas se marier ou pas. Voilà, je vais être consulté pour te dire. C'est un peu ça ma position à ce sujet. Faisons attention. Il ne faut pas seulement se mettre avec un homme parce qu'il est venu des États-Unis, parce qu'il a promis ciel et terre, ou parce qu'on veut se marier. Non, 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 non. OK. La prochaine main levée est celle de Sonia. Sonia. Et avant que je ne continue, après Sonia, on n'a plus que iPhone. Désolé, Wilfried. À moins que Fabrice veuille rester pour 5-10 minutes encore pour vos questions. Son temps, c'est quelqu'un de très occupé et il a des choses à faire. Mais Fabrice, si tu peux nous accorder 10 minutes de plus pour prendre les autres. Merci. D'accord. OK. Wilfried, tu es chanceux, je dirais. Sonia, nous t'écoutons. Bonsoir, merci pour le temps que vous passez à nous édifier. J'aimerais savoir si vous pouvez toucher un peu sur le sujet de la dépression chez les enfants. La dépression chez les enfants parce que dans mon domaine à moi, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants africains souffrent de dépression et de problèmes d'anxiété et justement l'approche qu'on a avec les adultes est très similaire chez les enfants, c'est-à-dire tu vas grandir, il faut avoir la peau dure et patati patata. Alors, j'aimerais vraiment que vous nous édifiez un peu par rapport aux symptômes de cette dépression, de telle sorte que les parents puissent savoir quand ça commence à mal aller chez leurs enfants. Voilà. Pour répondre à ça, le premier indice, c'est, comme je disais tout à l'heure, quel événement majeur s'est passé. S'il y a eu un événement majeur, il faut prêter attention. L'enfant, la dépression chez l'enfant est vue à travers des symptômes, ce qu'on appelle les symptômes positifs. Chez l'adulte, c'est les symptômes négatifs, c'est-à-dire low affect, depressed mood, suicidal thoughts. Chez l'adulte, c'est les symptômes négatifs. Chez l'enfant, c'est positif. Donc, vous allez voir les enfants colériques, vous allez voir les enfants violents. Chez les enfants, ça, c'est un signe de dépression. Pour beaucoup d'années, dans la psychologie, on ne savait pas que les enfants peuvent avoir la dépression. Mais maintenant, on sait mieux. Et ces symptômes ils ne ressemblent pas à ceux des adultes. Parce que les enfants sont plus actifs. Donc, quand ils deviennent overactive, vous voyez donc les symptômes de dépression. Il faut aussi voir le genre d'environnement. S'il y a trop de pression, peut-être d'exceller. Tu dois être un A student. Tu dois être comme ça. Donc, ça met des pressions. La dépression, mais en fait, c'est quoi? C'est juste un sens de loss of control. Quand tu as un loss of control, tu es complètement learned helplessness. Donc, quand l'enfant se met à act out, ça veut dire qu'il se dit it's messed up anyway, so I could just be bad. Tu vois un peu? C'est qu'il a perdu ce sens de control. Donc, l'un des premiers trucs qu'il faut voir, c'est la violence, l'agression, la colère, les comportements antisociaux. Ça peut être un signe de dépression. Parce que l'enfant ne dira pas qu'il est déprimé. Il y a aussi des enfants qui sont complètement... les symptômes ressemblent à ceux des adultes. Donc, c'est une chose. Aussi, peut-être, il faut voir la façon dont il parle, n'est-ce pas, le langage qu'ils utilisent. Mais ça devient un peu plus spécifique à ce niveau. Parce que là, maintenant, il y a les différences culturelles, les différences familiales. Mais s'il y a un changement, il faut prêter attention à ça. Parfois, il y a des enfants qui ont été abusés et ils sont dans une dépression, mais on ne sait pas. Mais quand ils voient tel oncle, il se cache, il ne va pas... Il réagit quand elle veut le porter. C'est des choses qu'il faut prêter attention à ça, parce que c'est un message qu'ils envoient. Donc, ça dépendra vraiment du contexte. Mais l'un des key hallmarks, c'est la colère et l'agressivité. OK, merci beaucoup. D'accord. Merci encore, Fabrice. iPhone, nous vous écoutons. Oui, bonjour, Monsieur Fabrice. Bonjour. Merci déjà d'être là avec nous, de nous donner de l'aide professionnelle, ce qui est vraiment important. Comment est-ce qu'on peut réagir par rapport
à quelqu'un qui a des symptômes comme M. Tankam. Parce qu'il y a un monsieur qui a donné, il a fait un post et je pense qu'il a des problèmes conjugaux. On dit conjugaux, whatever. Donc, le gars, il a dit ouvertement dans son post que les exemples comme Takam, il y en aura beaucoup. J'ai directement dit à mes autres grands frères que ce type doit être reporté et arrêté, même si possible. Parce que ce n'est pas normal. Bon, quand on a quelqu'un comme ça qui rôde autour de la communauté avec son problème de couple depuis des années et des années, les gens sont avec eux aujourd'hui, ils ne sont plus avec eux demain parce qu'ils sont toxiques. Parce que vous avez posé un point qui dit que c'est bien d'être l'oreille qui écoute. C'est bien beau, mais parfois, tu peux être l'oreille qui écoute pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est le même cercle. Ça ne va nulle part, ça n'évolue pas. Et comment faire, monsieur? Merci. Voilà, d'accord. Donc, être l'oreille qui écoute pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça continue, si la personne continue, ça veut dire que je ne dis pas que la personne n'a pas essayé d'écouter, mais si elle continue, ça veut dire qu'elle n'a pas été entendue. Vous voyez, elle n'a pas été entendue. Voilà. Donc, avant de revenir à ça, je veux dire, si quelqu'un parle dans ce sens, il faudrait qu'il soit explicite. Donc, si quelqu'un dit ça comme pour taquiner, dites-lui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que les gens vont dire les choses comme ça, insinuer les choses. Il faudrait qu'il soit explicite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux me donner plus de détails? Là, soit il va être plus direct, soit il va être plus clair, il va dire, voilà, je dis ça parce que ceci, cela. Ça vous donne beaucoup plus d'informations. Mais s'il fait de façon comme ça, vraiment, there's nothing much we can do. Il n'y a vraiment pas, liberté d'expression. Ils vont dire ce qu'ils vont dire. Mais si quelqu'un dit de façon générale, faudrait voir, est-ce qu'ils sont dans une situation difficile de couple? Est-ce qu'il y a une situation grave? Il faudrait écouter le langage. Est-ce qu'il utilise les termes absolutistes? Est-ce qu'il utilise les termes black or white? Tu vois un peu, est-ce qu'il utilise les termes extrémistes? Il faudrait écouter ça de façon même subtile, c'est-à-dire qu'il peut parler d'une chose qui n'a rien à voir avec les couples. Écouter les patterns, c'est-à-dire les rythmes. Est-ce que c'est un mot récurrent? Bon, ça là, ça peut vous donner un indice. Vous pouvez faire un referral, c'est-à-dire vous demandez à la personne de suivre, d'aller trouver des services de thérapie. Ça, vous pouvez le faire. C'est ça des problèmes qu'on avait avec le suicide et les actes comme les homicides. Il y a un niveau où on ne peut pas prédire à point, au 5 et moins, ceux qui connaissent où on ne peut pas prédire à ce niveau statistique. Donc, on peut seulement écouter les généralités, faire ce qu'on peut faire. Une chose que je recommande aussi, c'est est-ce qu'il y a les firearms à la maison? Est-ce qu'il y a les couteaux? Est-ce qu'il y a les choses? Il faudrait avoir un close, il faut watch ces objets-là, qui soient soit sécurisés. Et voilà ce qu'on peut faire, malheureusement. Mais si quelqu'un n'est pas explicite, vous pouvez reporter, mais ce sera difficile de les appréhender. Oh, merci beaucoup, monsieur Fabrice. Oui, merci. All right. La dernière main levée est celle de Wilfried Payot. Wilfried, nous vous écoutons. Ok, bonsoir. Bonsoir, frère. Ok, merci encore pour ce live. Je dirais, je ne sais pas, pour moi, la clé, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur le divorce dans les couples, parce que, comme on a dit, never again, il faut aussi dire que never le divorce, parce que moi, je pense que la clé, même quand on regarde le cas de M. Takam et sa femme, la clé, c'est le divorce, parce que le divorce est une mauvaise chose et il faut qu'on essaie de mettre la clé, que les couples essayent de dialoguer, qu'ils essayent de dialoguer pour ne pas en arriver au divorce. Parce que donc, dans la communauté, les gens essayent d'en parler pour éviter d'arriver au divorce, parce que là, on regarde beaucoup plus les couples qui vivaient avant, après ils se séparent. Et moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Et moi, je dirais qu'il faut qu'on essaie de mettre l'accent, je dirais, beaucoup plus sur le dialogue dans le couple. C'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, déjà en parler avec sa conjointe ou son conjoint. Moi, c'est un peu mon avis là. Je ne sais pas si c'est ça. Absolument. Absolument. Et puis, je peux même ajouter, il y a ce qu'on appelle EFT
Emotionally Focused Couples Therapy. Le terme technique, c'est Process Experiential Therapy. C'est le modèle le plus puissant de thérapie des couples qui existe. Il y a des gens qui sont trained dans le pays juste pour ça. Le success rate, je ne veux pas donner le mauvais chiffre, mais c'est très élevé. Le success rate est très élevé. Donc, j'encourage. Il y a des tools qui sont dehors. J'ai appris EFT. Je ne dis pas que bon, je vais traiter les gens, mais je dis ça parce que je connais EFT. C'est très puissant. Ça a été empirically validated. Donc, on peut voir les patterns et on sait ce qu'on fait en EFT. On descend et on remonte. Ça a marché over and over again. C'est la première thérapie qui a été étudiée du genre, on regarde quels sont les couples qui réussissent en thérapie. On regarde les sessions après sessions. C'est Susan Johnson qui a développé ça, elle est canadienne. Elle regarde les sessions qui ont réussi et elle dit quel est le facteur commun. Et elle a donc développé un protocole dont j'encourage. Quand on parle en communauté, certains gens viendront pour vous, ils veulent peut-être se mettre avec votre femme après que vous soyez. Certains gens ne peuvent pas aider s'ils ont des intérêts différents. Donc, je préconise aller voir des professionnels qui sont spécialisés en EFT pour traiter les problèmes de couple. Je vous promets, on a les solutions. La psychologie a les réponses. On peut résoudre ces problèmes, quelle que soit la culture. Ça, c'est un fait qui est très important. Ça a été mis dans le site de la division 12 de APA, American Psychological Association. EFT est maintenant parmi les traitements les plus efficaces de la thérapie des couples. Donc, il y a des solutions que je veux dire. Mais je veux ajouter, si une femme ne veut plus être avec un homme, on ne peut pas forcer. Je dis le divorce n'est pas bien. On veut que les gens restent ensemble. Mais si une femme refuse la thérapie, par exemple, elle dit non, je pars. Les gars, c'est le temps de shift, de bend, de let go. Je le dis honnêtement, mais après avoir essayé toutes les autres options. J'espère que ça a un peu répondu. Yeah, c'est bon, merci. Merci, mon frère, merci. Dépression nécessite-t-elle une approche culturelle? Oui. Dans certains pays, je réponds à une question rapidement, s'il te plaît, mon frère. Dans certains pays, certains gens disent que j'ai mal à la tête. Pourtant, ils ont la dépression dans certaines cultures du monde. Dans d'autres cultures, c'est vraiment, je suis fatigué. Bref, ça c'est peut-être pour une autre fois. Daniel? Mais... Monsieur Fabrice. OK. Oui. S'il vous plaît, comment réagir face à quelqu'un qui vous menace de mort tout le temps? Si tu me laisses, je vais te tuer. Si tu me laisses, je vais te casser les pieds, je vais te rendre pour que les autres ne t'apprécient plus. Sorry. En fait, quand vous recevez des paroles comme ça tout le temps, comment est-ce que vous devez réagir? Merci. Oui, je crois que quand quelqu'un parle comme ça, c'est quelqu'un qui est, je ne vais pas diagnostiquer, mais c'est quelqu'un qui a une pathologie de personnalité assez sévère. Généralement, generally speaking. Si quelqu'un parle dans ce sens, c'est quelqu'un qui est, je suis désolé, qui n'est pas en santé. Quelqu'un qui est malade. Parce que je ne veux pas, mon ami Aurélie disait no forcing. J'ai beaucoup aimé, merci. On ne force pas. Donc, quelqu'un a ce genre de... C'est pour ça que je dis que beaucoup de gens sont malades, ils ne savent même pas. On ne sait pas. Il y a des gens complètement malades qui ont des pathologies complexes, mais on ne sait pas. Donc, dire ce genre de langage à une femme, c'est que tu n'es même pas secure en tant qu'homme. Tu vois un peu. Donc, c'est les choses où il faut conseiller, proposer la thérapie. Quand quelqu'un fait des messages explicites, il faut reporter à la police. Si quelqu'un dit, si tu fais comme ça, je vais te casser, je vais te tuer, c'est enough. That's enough for you. Evidence, correct. It's enough. It's really enough. Can I jump in? Yeah. Hello? Ouais. Salut. Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, moi c'est Franklin. Et puis j'appelle depuis la Californie. Oh, hello. Salut. Enchanté. Je suis en train je suivais le débat depuis là et puis bien que tu apportes les aspects bien scientifiques et j'ai dit dans le domaine médical, bon, moi je pense qu'il y a aussi d'autres, ce qu'on appelle warning signs. Ok. Alors du coup, j'ai fait une historique prenant le cas particulier de ce qui s'est passé le week-end dernier. Je suis rentré un peu plus un an en arrière. Où je me suis rendu compte qu'il y a eu un test
qui a été publié par cet individu et qui était déjà un signe. Et c'était vraiment explicite. Il fallait, comment on dit souvent, read in between the lines. Wow. Donc, du coup, c'est pas pour fustiger l'homme en question, mais aussi pas mal de choses qui entrent en jeu, en fait. Du coup, j'aimerais poser un point. Parce que nous, on prend le bateau quand il est en cours de chemin, en fait, le train quand il est en cours de chemin. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut préalable? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la question dont on devait se poser, qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? What is the trigger point? Qu'est-ce qui est le vecteur crucial de la situation? Alors, on a parlé du divorce. Avant le divorce, il y a eu d'autres causes, d'autres antécédents qui se sont produits pour y arriver. Donc, du coup, je ne vais pas trop maintenir la ligne. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir, mais je pense que avant d'embarquer dans toutes sortes de relations, il est impératif que les parties concernées se comprennent très bien d'abord. Alors, si l'on fait un truc à titre intérêt ou quoi que ce soit, je pense que c'est pas la bonne définition du mariage. Parce que le mariage se définit dans le fait que l'un l'autre, vous devez vous comporter, vous compléter. Et à la fin de la journée, vous formez, selon Dieu, une seule chair, une fois que vous êtes mariés. Donc, il y a pas mal d'étapes qui ont été brouillées. Et encore, je ne fustigerai personne parce que nul, ni toi, ni moi, ni personne n'était vraiment au sein de cette famille pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, maintenant, comment remédier à la situation? Justement. Comment remédier à la situation? À quelle situation? Les gens qui s'embarqueront dans de nouvelles relations puissent comprendre où est-ce qu'ils vont. Suis-je en train de le faire par un intérêt bien précis ou bien parce que j'aime vraiment le monsieur? Quel est mon apport dans cette relation pour dire on s'est marié pas seulement pour le bonheur, mais il y a aussi le pire qui peut arriver. Est-ce qu'on peut se supporter? Est-ce qu'on peut se tolérer? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Donc, du coup, c'est aberrant. Excuse-moi? Non, c'est aberrant de comprendre, de voir qu'on est en train de fustiger les êtres humains qui ne sont plus là. Les faits est fait. Alors maintenant, comment prévenir cela? Comment prévenir que ça n'arrive plus? Comment faire? Je pense que c'est au niveau de l'individu même. Hein? Parce que si tu te mets dans une relation, il faut savoir tes motivations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire que les gens se marient juste pour se marier. Le mariage n'est pas une fin en soi. Donc, si quelqu'un entre dans une relation et que la personne est immature au plan émotionnel, parce que la vie n'est pas facile. On a les challenges, on a les situations. Il faut stay the course. Stay the course. That's absolutely true. Alors, le problème, c'est quoi? Il y a un truc, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai fait ce qu'on appelle un marriage counseling avant de me marier. Nice. C'était une question de savoir, comment on dit en anglais, in and out of marriage. En sachant cela, tu sais à quoi t'as donné et comment pallier à certaines situations. Généralement, nous, dans la maison, on nous dit, quand ça ne va pas, when they start talking too much, walk away. Just walk away. Go do one turn and come back home. You'll be all right. Right. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, c'est pas, nous sommes tous faits de chair. On a des faiblesses, mais et puis après, il faut qu'on sache comment gérer nos émotions. Tout à fait. Voilà. Alors, je pense que il est impératif que nous organisions comment je vais dire, nous avons des prêtres, nous avons des conseillers juridiques, nous avons des financiers, nous avons pas mal d'individus qui peuvent contribuer à faire en sorte que notre communauté soit vraiment au top. Absolument. Donc, en ce qui concerne la psychologie, nous ne sommes pas tous faits, nous n'avons pas un mental, nous n'avons pas tous le même mental. Il y a des gars qui ont un mental très fort, qui peuvent dire, oh, alors je m'en fous, tu prends la maison, je m'en fous de ce que tu vas faire avec, je vais faire ma vie. Il y en a qui vont craquer parce qu'ils ont tout donné. Mais quand on donne tout
il peut arriver qu'on le prenne tout à zéro. Yeah. Do not take failure as a sign of weakness. Bounce back and move on. That makes sense? Yep, that makes sense. Well, without further ado, man, I appreciate you guys. Anytime I'll jump in every now and then and say something. I appreciate it, bro. I appreciate it so much. All right, man. You guys have a pleasant night. You Bye. too. Thank you. Bye. Bye-bye. D'accord. Mon frère Franklin. C'est vrai, j'étais en mute. Je crois que vous avez la réunion, non? Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire, mais j'étais en mute. Je pense qu'il est l'heure. Et le bon truc, c'est qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, une fois de plus, vraiment, Fabrice, merci. Merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous et de partager, d'apprendre de toi. Merci. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, nous aimerons que tu reviennes et toi et moi, on travaillera cette logistique-là derrière. Donc, je te contacte et puis je te fais part du calendrier et on arrange. Merci, mon frère. Merci à tout le monde et merci beaucoup pour votre participation. Thank you, brother. Thank you. Thanks, bro. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thanks, bon, si tu veux rester pour le Zoom, hein, on peut rester. Hein, on commence notre Zoom. Aujourd'hui, on commence pas si on n'est pas 40. Donc, maintenant, là, c'est l'heure du désordre. Bon, je blague, c'est pas le désordre. Comment on dit comme ça maintenant? Vous allez dire, ah, non, vous faites le désordre. Et puis, ce Zoom sera maintenant live sur Facebook jusqu'à demain matin. Donc, les Kiki Jombi qui restent ici là avec Steph Lafuente, ils insultent les gens là. Le monde entier vous regarde maintenant sur Facebook. Ça, c'est pas bon, hein? Bye. On fait quoi alors? On arrête ça, on garde ça pour nous en privé ici. Oui. Pardon. OK. Maintenant, je suis revenu, je suis là. Elle dit pardon. Donc, tu sens que... Oh, c'est toi, oh, non. Comment? Tu devais enlever l'enregistrement, non? Yeah, c'est vrai, je vais enlever. Donc, ce que je fais, c'est quoi? J'arrête le Facebook Live et puis on continue notre chose comme d'habitude. Oui, pardon. Ceux qui n'ont rien à faire là. Ouais, gars. Franklin. Ouais. Le Zoom, c'est en live sur... Je sais, sur Facebook, you know. Je vais arrêter maintenant. Je vais arrêter ça. Parce que apparemment, Lorimel veut faire confession nocturne. Il faut qu'on arrête. Non. Comment? Qu'est-ce qu'il y a encore fait? Lorimel veut faire confession nocturne. Donc, on va arrêter ça. Qu'est-ce qu'il y a encore fait? OK. Oui.